Si vous étiez piégé dans une zone de guerre virtuelle remplie d'inconnus qui veulent votre peau, que feriez-vous? Si vous mourrez dans la simulation, vous mourrez dans la vie réelle. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le métaverse maléfique dans Next Level. Ces 8 joueurs sont sur le point d'être lâchés au milieu d'une bataille mortelle. Ils ont été invités à tester la toute dernière technologie de réalité virtuelle et s'apprêtent à s'affronter dans une guerre sans merci pour le prix ultime. Et dans moins de 24 heures, un seul d'entre eux aura survécu à tous les autres. Ce jeune homme, Karl, est un joueur de haut niveau habitué à abattre des ennemis dans un jeu de tir à la première personne. Il est réveillé par une convocation lui indiquant qu'il a 1 heure pour relever un défi mystérieux. Il se prépare en vitesse avant de partir relever le défi. Il traverse la ville en courant pour se rendre sur place et constate que l'adresse est celle d'un gratte-ciel en pleine ville. En scannant son invitation, les portes principales du bâtiment s'ouvrent devant Karl et il entre. Le joueur monte dans l'ascenseur jusqu'au dernier étage avec Adam, un jeune homme grassouillet, et il constate que 6 autres participants sont déjà là. Cet homme fort fait une remarque désobligeante sur leur retard, et tout le monde s'installe. Alors qu'ils discutent entre eux, tous les participants comprennent qu'ils sont tous des joueurs comme Karl, et aucun d'entre eux ne sait ce qui se passe. Cet homme barbu raconte qu'il vient de Bosnie, et semble nerveux à l'idée de ce dans quoi il s'est embarqué. À ce moment-là, une voix se fait entendre dans le système audio du bâtiment disant à tout le monde de laisser tous leurs appareils dans des casiers à proximité et de se changer pour porter les vêtements fournis. Karl parle à cette jeune femme Shelly de sa petite amie et de son chat. En retour, elle lui apprend qu'elle travaille dans un hôpital. Quand le joueur enlève sa chemise, elle voit que tout un côté de son corps est recouvert de cicatrices de brûlure. Mais elle ne dit rien par respect. Alors que les participants enfilent des combinaisons de capture de mouvement, cet homme de grande taille explique qu'il est vétéran de l'armée et qu'il a servi au Moyen-Orient. Dans la pièce suivante, le groupe entre un à un dans un scanner avant de récupérer un équipement pare-balles et un casque. La voix leur explique que ces combinaisons intègrent les dernières technologies en matière de jeu et qu'elles possèdent plus de 50 points de vibration pour offrir l'expérience la plus réaliste de la guerre moderne. Leurs casques se verrouillent sur leur tête et ils apprennent que le jeu ne peut pas continuer tant que tous les joueurs n'ont pas revêtu leur équipement. Mais le Bosnien commence à reculer. Il est nerveux et ne veut pas participer. Il se dirige vers la sortie et essaie de tirer les portes. Mais les concepteurs du jeu les ont tous enfermés. Il tape sur les portes tandis que les autres tentent de faire comprendre que leur camarade veut sortir. Mais ils n'obtiennent pas de réponse. Il se calme et les autres assurent aux Bosniens qu'ils sont dans le même bateau et lui suggèrent de participer. Il accepte à contre-cœur et enfile l'équipement à son tour. Tous les concurrents sont prêts à commencer, mais c'est là leur plus grosse erreur. Karl abaisse sa visière et se retrouve instantanément plongé dans une réalité virtuelle qui dépasse son imagination la plus folle. La pièce autour de lui commence à se transformer, devenant un piège mortel délabré, qui semble avoir été touché par une bombe. La ville à l'extérieur s'est également transformée en une zone de guerre post-apocalyptique, complètement abandonnée et en ruine. En regardant autour de lui, il s'aperçoit que lui et les autres portent désormais un équipement militaire. Quand ils essaient d'interagir avec des objets virtuels, leurs mains passent à travers parce que les objets ne sont pas réels. Ces 8 joueurs ne le savent pas encore, mais ils sont entrés dans un monde virtuel cauchemardesque. Et seul l'un d'entre eux survivra. Ok, si ces personnes tombent si facilement dans un piège évident, j'ai un pont à Brooklyn que j'aimerais leur vendre. Étant donné que l'invitation provient d'une source totalement anonyme et que personne ne sait rien de l'événement, les joueurs auraient dû la traiter comme n'importe quel autre message en ligne suspect et la jeter immédiatement. Si c'était moi, à la place de Karl, je me serais rendu compte que la seule raison pour laquelle un événement chercherait à faire participer les meilleurs joueurs au monde serait de faire de la publicité pour leur nouvelle technologie VR. Ça signifie qu'ils auraient dû envoyer un tas d'informations aux médias et au public avant l'événement, pour créer un engouement. Si je fais une recherche en ligne et que je ne trouve aucune campagne marketing pour un événement de jeu organisé dans le coin, je saurais immédiatement qu'on me ment, et qu'il s'agit d'un énorme coup monté. Le seul moyen pour que cet événement soit légitime est que mes recherches montrent que le bâtiment mentionné sur l'invitation appartient bien à la société de jeu, ou qu'il s'agit d'un espace événementiel connu pour être loué. En fait, la bannière accrochée à l'extérieur du bâtiment indique bureau à louer, ce qui montre qu'il est actuellement inutilisé et destiné uniquement à des bureaux. Ces recherches élémentaires montrent que les organisateurs utilisent déjà cet endroit illégalement, et s'ils sont prêts à enfreindre la loi aussi ouvertement, alors ils sont capables de tout. L'entreprise n'a pas de nom et n'a pas à poser son logo sur l'invitation, les équipements de jeu ou le bâtiment. Ça devrait être un indice majeur que leur activité principale n'est pas de vendre leur technologie VR au public. S'ils ont investi autant d'argent dans la création d'un jeu de nouvelle génération qui n'est pas destiné au public, la seule autre option logique est que les joueurs eux-mêmes sont le produit qu'ils vendent. Ils profitent de l'exploitation de leurs joueurs d'une manière ou d'une autre. Et tout ça pue le danger. En regardant de plus près l'équipement qu'ils ont fait porter aux concurrents, nous pouvons également voir que quelque chose ne va pas. Le maître du jeu a expliqué que ces simples gilets fonctionnent grâce à 54 points vibratoires.
Il s'agit d'une toute nouvelle technologie qui n'est disponible sur aucun marché aujourd'hui. Ça signifie qu'elle n'a pas été testée et qu'elle pourrait présenter des dizaines de risques involontaires pour la santé. Même les équipements de VR actuels sont accompagnés de toute une liste d'avertissements indiquant qu'ils peuvent provoquer des crises d'épilepsie, des troubles de la vision ou d'autres blessures s'ils sont utilisés de manière inadéquate. Mais ici, la clause de non-responsabilité fournie par l'entreprise est étrangement brève et elle ne couvre pas suffisamment les nombreux risques posés par cette toute nouvelle technologie. Une fois de plus, ça montre que les personnes à l'origine de ce projet ont pris des raccourcis juridiques importants et ne se soucient pas du tout d'enfreindre la loi, ni de la sécurité et de la vie des participants. La meilleure solution pour Carl est de convaincre le plus grand nombre de joueurs possible de partir avant le début du jeu. Et s'il n'autorise personne à sortir, la façon dont les maîtres du jeu réagissent à cette demande de liberté, droit fondamental de l'homme, indiquera à chacun que sa vie pourrait être en danger. Ils seront alors beaucoup plus enclins à collaborer pour s'échapper. Dans le monde virtuel, un sergent terrifiant entre dans la pièce et les appelle au garde à vous, leur ordonnant de se mettre en rang. Shelly tente de le toucher, mais sa main le traverse de part en part. Il s'agit d'un personnage virtuel, même si les participants peuvent le voir et l'entendre comme une personne normale. Le sergent conduit le groupe dans une autre pièce pour récupérer des pistolets. Après avoir testé leurs nouvelles armes, le sergent explique que si un joueur se fait tirer dessus, le seul moyen de sauver un soldat mourant est de lui injecter ce sérum de santé. Et chacun des 8 candidats reçoit une seule dose. Le sergent leur révèle ensuite leur mission. Le bâtiment est infesté de terroristes, et ils devront se frayer un chemin jusqu'au rez-de-chaussée pour s'échapper. Mais il y a un piège. Seul le candidat qui obtiendra le meilleur score à la fin du jeu gagnera 100 000 $. Et sur ce, le jeu commence officiellement. Les participants sortent et voient immédiatement des signes que des ennemis sont proches. Ce vétéran militaire tente de les coordonner, mais il est évident que certains d'entre eux n'ont jamais soulevé un objet plus lourd qu'une manette. Sans crier gare, un ennemi ouvre le feu sur le groupe. Ils se mettent à l'abri pendant que le vétéran l'abat. Le groupe examine le corps virtuel tandis que la voix annonce que le vétéran est désormais en tête, après avoir marqué un seul point seulement. En descendant d'un niveau, les participants trouvent une cache de fusil automatique. Comme il n'y en a pas assez pour tout le monde, Adam s'empare du dernier, juste avant Carl, qui doit s'en tenir à son pistolet. Alors que les joueurs armés de fusils se lancent à l'assaut du niveau, tuant de plus en plus de PNJ, cette femme nerveuse commence à trembler. Elle admet qu'elle n'est pas la joueuse invitée, et qu'elle n'est venue que parce que son ami n'a pas pu venir. Elle n'a aucune expérience de jeu, encore moins d'une guerre virtuelle. Et elle fait une crise de panique. Shelly la calme, et lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Elle tente d'éliminer un ennemi, mais elle est un peu nerveuse elle aussi. Heureusement, Carl les sauve en sortant de derrière une caisse, et en tuant l'ennemi. Tout à coup, un autre soldat apparaît et tire sur Carl en pleine poitrine. Il tombe au sol et souffre visiblement énormément. Mais même en soulevant sa visière, la douleur ne disparaît pas. Le vétéran s'en aperçoit et sort son propre sérum de santé qu'il injecte dans la jambe de Carl. Le joueur commence à se sentir mieux, mais il est terrifié. Il vomit même dans le monde réel, ce qui montre à tout le monde qu'il ne s'agit pas d'un jeu innocent. Quelque chose ne tourne pas rond et les participants essaient de trouver une solution. Mais ils sont enfermés dans le bâtiment avec leur casque bien en place. L'homme fort Marco veut continuer, et il se vante qu'il sera heureux de les battre tous et de s'approprier le prix. Le groupe se rend compte qu'une simulation de cette envergure doit avoir un homme à l'intérieur, et ils font remarquer que l'un d'entre eux pourrait être une taupe travaillant pour la société. Marco accuse le vétéran d'être un peu trop familier avec les armes et les tactiques, disant qu'il a clairement fait ça avant. Le vétéran rétorque que c'est grâce à son expérience de soldat, mais les autres ne semblent pas convaincus. Alors que tout le monde se méfie des autres, ils ne remarquent pas la voix du bâtiment qui leur dit « Niveau réactivé ». Incapable de convaincre les autres participants qu'il n'est pas la taupe, le vétéran s'en va, frustré. Ok, ces joueurs sont sur la bonne voie et auraient dû aller plus loin pour débusquer le traître. Carl aurait dû se rendre compte que le simple fait de parler de jeux vidéo avec les autres était la clé. Ces 8 personnes sont toutes censées être de véritables joueurs de haut niveau de différents jeux de simulation de guerre. Ça signifie que chacun d'entre eux devrait être capable de parler de types de jeux, des arènes et des personnages. S'il y a une taupe, cette personne ne sera pas en mesure de donner des informations autres que des points très superficiels, parce que c'est pas un vrai joueur. Ces noms d'utilisateurs sont importants, et les concurrents doivent les examiner de plus près, parce que la taupe a peut-être choisi un nom d'utilisateur inventé. À ce stade, les joueurs doivent faire attention aux noms qui utilisent des symboles interdits ou qui sont trop simples. Si un des noms d'utilisateurs contient des symboles ou des phrases dont ils savent qu'ils sont interdits par les jeux, ça prouvera que le joueur l'aura inventé. En plus, étant donné que la base de données des noms de joueurs de jeux vidéo est énorme, il est très peu probable que des noms d'utilisateurs simples soient encore utilisables aujourd'hui, parce qu'ils ont probablement déjà été adoptés par un des premiers joueurs de jeux en ligne. Le nom de cette jeune fille nerveuse est Slayer Girl, et celui de cet homme blond est Da-8 Chief. Tous les deux sont plutôt simples. Ces deux-là devraient donc être ceux que les autres interrogeront d'un peu plus près.
En travaillant ensemble, le groupe devrait également essayer de repérer toute tentative d'usurpation d'identité de joueurs connus dans les jeux. Comme ce sont tous des joueurs invétérés, ils peuvent se rappeler s'ils ont déjà rencontré un des autres noms d'utilisateurs en ligne, et si la personnalité et le style de jeu du joueur en ligne correspondent à la personne qu'ils ont devant eux. Si c'était moi, à la place de Karl, je demanderais aux joueurs de se surveiller mutuellement, pendant que je leur poserais des questions et que je leur ferais parler du jeu. Les joueurs réels auront tendance à être plus tactiques dans leur description des mécanismes de jeu. Mais la taupe, qui est probablement impliquée dans tous les aspects du développement du jeu de réalité virtuelle, parlera probablement de manière différente. La taupe décrira les choses du point de vue de la programmation et sera consciente de certaines considérations que les joueurs ne verront pas en jouant simplement au jeu. L'utilisation de cet indice pour repérer un menteur pourrait bien nous sauver la vie. Si nous parvenons à identifier la taupe, nous pouvons la prendre en otage et la menacer de la tuer si elle ne donne pas l'ordre au jeu de déverrouiller les casques de tout le monde et de les laisser partir. C'est un jeu risqué parce que provoquer le cerveau pourrait l'inciter à essayer de nous tuer. Mais comme on est à 7 contre 1, il ne jouera pas avec sa propre vie. Même si la taupe programme notre équipement pour qu'il fonctionne contre nous, elle saura qu'il suffit de quelques secondes à n'importe lequel d'entre nous pour tenter sa chance avec cet extincteur et causer des dommages irréversibles à son corps. De retour dans la simulation, les ennemis morts commencent à se régénérer et à se remettre sur pied. Le vétéran est seul dans les toilettes et se passe de l'eau sur le visage. Il entend la porte s'ouvrir derrière lui et le bruit d'un pistolet qui s'arme. Mais il ne peut pas voir l'ennemi parce que sa visière est relevée. Avant qu'il ne puisse réagir, l'ennemi lui tire 2 balles dans la poitrine. Mortellement blessé, le vétéran s'effondre sur le sol. Les autres entendent quelque chose et vont voir ce qui se passe. Mais quand le blond Edward éclaire l'endroit avec sa lampe de poche, il est immédiatement abattu par un soldat. Tous les ennemis morts dans ce niveau ont été réinitialisés, parce qu'ils ont mis trop de temps à avancer, et les autres courent dans une autre pièce pour sauver leur vie. Les concurrents se mettent à couvert et tirent à leur tour, réussissant à tuer tous les ennemis de cet étage. Edward utilise son sérum de santé sur lui-même, ce qui lui sauve la vie. Dans les toilettes, le vétéran tente de faire la même chose, mais il se rend compte qu'il a déjà utilisé son sérum pour sauver Karl. N'ayant pas d'autre choix, il rampe dans le couloir en appelant à l'aide. Son corps s'éteint et il peut à peine bouger parce que quelque chose lui fait ressentir la douleur des balles qu'il a reçues dans le monde virtuel. Son casque se met à battre de plus en plus vite, ce qui le fiche de peur. Tout à coup, il lui envoie une série de décharges électriques dans le cerveau. C'est atroce, et l'homme ne peut que se tordre de douleur tandis qu'on lui retire son dernier souffle de vie. Quand les autres le trouvent, il ne réagit plus du tout. Grâce à son expérience médicale, Shelly tente de lui faire un massage cardiaque, mais il est trop tard. Ça fait donc un joueur de moins et il en reste 7. Les concurrents remarquent que le vétéran saigne de l'arrière de la tête et comprennent enfin qu'ils sont complètement dans le pétrin. Leurs casques et leurs gilets peuvent les tuer pour de vrai quand ils meurent dans le monde virtuel. Ils devront traverser un immeuble entier de terroristes sans mourir s'ils veulent revoir le monde extérieur. Paniqués, les joueurs cherchent un moyen de sortir de ce cauchemar. Le Bosnien insiste pour que Karl l'aide à casser le casque sur sa tête. Le joueur accepte et saisit un extincteur qui se trouve à proximité, frappant durement le casque de l'homme. Mais celui-ci ne se casse pas. Avant que les concurrents ne puissent essayer autre chose, ils entendent des palourds s'approcher. La voix du sergent retentit, insistant sur le fait qu'ils ne peuvent pas abandonner la mission. En retournant dans le monde virtuel, ils voient l'homme terrifiant juste en face d'eux. Le sergent s'élance et donne plusieurs coups de pied au Bosnien, qui gît au sol sans défense. Le programme l'avertit que toute nouvelle tentative de quitter le jeu aura des conséquences plus graves. Puis il s'en va pour que le groupe puisse continuer. Ok, c'est terrifiant. L'équipement que porte chaque joueur peut simuler un passage à tabac et même les tuer à tout moment. La priorité doit être de désactiver ces casques tueurs. Ça ne semble pas être le cas, mais c'est en fait une bonne chose que cet homme ait été tué quand son casque lui a délivré une série de chocs électriques sur les tempes. Bien que le jeu se soit efforcé d'être réaliste jusqu'à présent, il vient de révéler que son équipement par balle n'a pas su reproduire les blessures par balle dans sa poitrine pour le tuer. Ça signifie que la technologie est probablement incapable de tuer les joueurs de cette manière, et qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de le tuer par cette méthode générique de choc à la tête. C'est le seul risque mortel dont les joueurs doivent se préoccuper pour l'instant. Malgré le fait que les casques soient verrouillés sur leur tête, Karl devrait d'abord trouver un moyen de neutraliser les chocs électriques mortels. Il pourrait utiliser un extincteur pour briser le grand miroir des toilettes, puis distribuer les éclats de verre aux joueurs pour qu'ils puissent découper des parties de leur combinaison. Ces combinaisons sont faites de caoutchouc et d'élastane, ce qui en fait des isolants parfaits pour le courant électrique. En insérant les morceaux de leur combinaison sur les côtés de leur casque, les joueurs peuvent empêcher leur tempe de toucher le point par lequel le courant mortel est déchargé, et placer une couche de matériaux isolants entre les casques tueurs et leur peau. Les combinaisons ne semblent pas être connectées numériquement à la technologie du jeu, contrairement aux parties de leur armure. Ça signifie que l'équipement VR ne peut pas détecter si les joueurs endommagent ou enlèvent leur combinaison, et ces personnes devraient donc couper autant de leur combinaison que possible. Non seulement il s'agit d'un cas rare où il est judicieux de demander à tout le monde de se dessaper, mais ça pourrait aussi leur sauver la vie.
En examinant de plus près la manière dont le vétéran est mort, le groupe peut également déterminer qu'un signal a été envoyé sans fil à son casque, ce qui l'a amené à recevoir un choc mortel. Ils auraient dû essayer de casser le casque du Bosnien dans un endroit où son casque ne peut pas transmettre les signaux du jeu. Tous les utilisateurs de téléphones portables vous le diront, les ascenseurs sont des endroits parfaits pour perdre une connexion sans fil. Si l'équipement du jeu fonctionne avec des signaux similaires à ceux du Wi-Fi, alors cet ascenseur pourrait être le meilleur endroit pour essayer de trafiquer leur casque. Ils peuvent soit essayer de forcer les portes de l'ascenseur, soit jouer le jeu jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à entrer dans l'ascenseur dans le cadre du jeu. Une fois à l'intérieur, ils pourront alors tenter sérieusement d'ouvrir leur casque et leur gilet par la force brute. Dans la cage d'escalier, le groupe constate que des obstacles virtuels comme ce câble sous tension bloquent le chemin vers les niveaux inférieurs. Ça signifie qu'ils devront franchir chaque étage dans l'ordre et qu'ils ne sont pas autorisés à prendre des raccourcis, parce que des obstacles mortels les tueraient sur place. Ils progressent en franchissant plusieurs niveaux au fur et à mesure qu'ils prennent de l'assurance dans le maniement de leurs armes et dans le fonctionnement du jeu. À un des niveaux, la voix les informe qu'il y a une fuite de gaz à cet étage et que tout coup de feu déclenchera une explosion dévastatrice qui tuera tout le monde. Les candidats reçoivent des couteaux de combat et doivent combattre les méchants au corps à corps. En se faufilant dans les couloirs, Marcos sauve la vie d'Edward en poignardant un ennemi au moment où il s'approchait furtivement de l'homme blond. Un peu plus tard, le groupe réussit à atteindre presque la moitié du bâtiment. Mais il arrive à un étage particulièrement difficile qui grouille d'ennemis. Au milieu d'une violente fusillade, Adam et Carl sont abattus. Shelly utilise son sérum pour sauver Adam, et l'homme fort utilise le sien pour sauver Carl, en lui disant qu'il lui a fait une faveur, et en laissant entendre que Carl devra lui rendre l'appareil un jour ou l'autre. Cette nuit-là, le Bosnien regarde les fenêtres impuissant et se demande à voix haute si quelqu'un dans la ville s'aperçoit de leur disparition. Ayant une inspiration, le groupe se rend compte qu'il peut essayer de briser les fenêtres pour appeler à l'aide. Carl essaie de les casser avec son fusil, mais les fenêtres tiennent bon. Le Bosnien aperçoit des chariots contenant du matériel de bureau lourd à proximité, et il a une idée. Il se place derrière le chariot, le pousse de toutes ses forces et fonce droit sur la fenêtre. Le chariot se heurte à la vitre et son plan semble fonctionner, étant donné que la vitre commence à se fissurer. L'homme est sur le point de porter le coup de grâce quand la voix du sergent fait sursauter tout le monde. Le jeu les a rattrapés et ils ne peuvent plus rien faire pour leur ami. Tentant de sortir de la pièce, le Bosnien atteint la cage d'escalier, mais le sergent est sur ses talons et lui donne un coup de pied dans les escaliers. L'homme tombe violemment et sa jambe se brise au moment de l'impact. Incapable de bouger, le joueur hurle de douleur tandis que le sergent abandonne le groupe à son sort. Les participants le ramènent dans une pièce sécurisée. Mais il y a un problème. Il s'est gravement cassé la jambe. Et les premiers soins ne suffiront pas. Le blessé sait qu'il ne pourra pas continuer le jeu et qu'il ne fera que ralentir ses amis. Il les supplie de continuer sans lui en leur demandant de le cacher dans l'espoir que les soldats ne le verront pas quand ils interviendront. Il le dépose au sol derrière une table et lui souhaite bonne chance avant de partir, laissant derrière eux le Bosnien hébété, à peine conscient, mais vivant. Ok, cet homme est définitivement condamné. Non seulement il est à peine capable de bouger, mais ses amis n'ont même pas essayé de le cacher dans un endroit où les PNJ ne le repéreraient pas immédiatement. Si c'était moi dans cette situation, j'insisterais pour que tout le monde porte le blessé dans la cage d'escalier. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent indique que chaque étage du bâtiment est un niveau séparé du jeu, avec des ennemis et des conditions spéciales confinées à un seul étage. La cage d'escalier est censée être un point de passage entre les niveaux, et aucun ennemi n'y a été repéré. C'est donc l'endroit le plus sûr pour un joueur blessé, parce que les PNJ sont la seule menace mortelle et ne peuvent apparemment pas entrer dans la cage d'escalier. De plus, il s'agit d'un espace étroit avec une seule entrée par niveau. Ça empêche les ennemis d'encercler le Bosnien ou de le surprendre par derrière. Il pourra plus facilement les tuer s'ils tentent de l'atteindre, parce qu'ils devront franchir la porte un à un. L'homme blessé a également eu une bonne idée d'essayer de signaler la présence du public à l'extérieur. Étant donné que le jeu n'a détecté que les fenêtres brisées dans le monde réel, il devrait essayer d'envoyer un appel à l'aide par d'autres moyens. La première chose à faire est d'écrire un énorme message sur les fenêtres sans les casser. En utilisant cet extincteur, il pourrait le pulvériser sur un panneau de la fenêtre pour l'enduire entièrement de mousse. Ils pourraient ensuite utiliser leurs mains pour écrire dans la mousse, en demandant à quiconque le verra d'appeler la police. Même si le produit chimique ne contraste pas beaucoup avec l'intérieur blanc du bâtiment, ils peuvent augmenter leur chance en écrivant un autre message dans une couleur plus foncée. Même si c'est pas très glorieux, le sang du vétéran mort pourrait fournir l'encre parfaite pour que les autres joueurs puissent écrire. Les joueurs pourraient en prendre suffisamment pour écrire un message SOS avec cette encre. En dernier recours, le groupe pourrait même envisager d'allumer un feu à un des niveaux. Non seulement ça leur donnerait une chance d'être repérés par les gens à l'extérieur, mais ça pourrait aussi déclencher certains capteurs du bâtiment et alerter automatiquement les pompiers. Pour déclencher un incendie, Carl peut ramasser ses cartons inflammables au milieu de la pièce. Ensuite, il peut se mettre debout sur ses caissons de rangement et peut briser le verre qui recouvre un des plafonniers, afin d'avoir un accès direct aux ampoules brûlantes. Le fait de tenir des cartons secs à proximité de ces ampoules les soumet à une chaleur intense, ce qui leur donnera une chance de s'enflammer.
Une fois le carton enflammé, le groupe pourra s'efforcer de faire grandir la flamme en brisant les palettes et les meubles en bois et en les utilisant comme bois de chauffage. Une fois que le feu sera assez grand et bien nourri, ils pourront éteindre les lumières de ce niveau afin que les flammes vacillantes soient visibles par tous les automobilistes. Au niveau suivant, le groupe trouve un seul fusil à pompe. Edward s'en empare en premier, mais l'homme fort intimide le blond pour qu'il lui donne l'arme puissante. Avant qu'il ne puisse se préparer à avancer, un ennemi apparaît et tire sur Marco. Voyant l'homme à terre, Shelly utilise un des derniers sérums du groupe pour le sauver. Cette jeune fille nerveuse ne supporte pas cette nouvelle fusillade, et elle s'enfuit. Elle arrive jusqu'à des toilettes toutes proches et se cache dans une cabine, se mettant en position fétale. Peu après, elle entend un ennemi approcher à l'extérieur. Mais elle est trop effrayée pour bouger. Elle étouffe ses sanglots et ne peut que se préparer au combat en utilisant la seule arme qu'elle possède, une petite dague. Le PNJ commence à vérifier les autres cabines et les trouve vides. Puis il s'approche finalement de celle où la jeune femme se cache. Avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, elle sort et le poignarde en pleine poitrine, marquant un nouveau point. Carl et Shelly retrouvent la femme et rejoignent le groupe. Les concurrents s'arrêtent dans la zone suivante pour se reposer. Et ils discutent des personnes qu'ils ont inscrites comme proches parents sur les formulaires qu'ils ont signés avant de jouer. Shelly révèle que ses 2 parents ont disparu. Carl a une histoire similaire. Il raconte que sa petite amie est morte. Adam prend la suite, expliquant qu'il vit avec sa grand-mère et que les seuls amis qu'il a sont en ligne. Les participants réalisent que c'est pour ça qu'ils ont été invités. Les maîtres du jeu ont choisi des joueurs qui n'ont personne et qui ne manqueraient à personne s'ils étaient tués. Ceux qui sont à l'origine de ce jeu ont manifestement les poches bien remplies et disposent d'une mine d'informations personnelles au bout des doigts. Dans l'autre pièce, le Bosnien est toujours inconscient derrière une table. Les ennemis du niveau se sont réanimés et des bruits de pas résonnent dans la pièce, quand l'un d'entre eux s'approche de lui. Mais l'homme est trop blessé pour réagir. Il ne se réveille même pas pour remettre sa visière en place quand le soldat invisible pointe son arme sur lui dans le monde virtuel. Un coup de feu retentit et le Bosnien est mis hors d'état de nuire. Et ça fait 2 joueurs de moins et il en reste 6. Au niveau suivant, les participants découvrent le sergent en train de tabasser un terroriste qu'il a capturé. L'homme est attaché à une chaise et est interrogé pour obtenir des informations. Le sergent explique que leurs ennemis ont placé une bombe dans les fondations du bâtiment. Si elle explose, le bâtiment entier s'effondrera, tuant tout le monde à l'intérieur. Il exhorte le groupe à récupérer le code nécessaire pour désamorcer la bombe au PNJ capturé, par tous les moyens possibles. Edward prend un appareil et commence à envoyer des décharges électriques à l'homme, qui hurle de douleur. Le groupe se tient à proximité et semble mal à l'aise, mais personne ne fait un geste pour l'arrêter. Bientôt, l'homme ne résiste plus à la douleur et leur donne un code. Il entre dans l'ordinateur, mais c'était une énorme erreur. La salle s'obscurcit et tout le monde commence à paniquer. Quand le courant revient, la voix du maître du jeu leur annonce qu'ils viennent d'activer la bombe. Les participants n'ont plus que 30 minutes pour la désactiver manuellement avant qu'elle ne tue tout le monde. Le PNJ les a trompés en leur donnant le mauvais code. Et maintenant, ils vont mourir s'ils ne se précipitent pas au rez-de-chaussée aussi vite que possible. Ok, ces joueurs sont des crétins qui ne seraient même pas capables de gagner une partie de Candyland. En tant que vétérans des jeux vidéo, ils auraient dû reconnaître immédiatement que les missions de ce type sont toujours assorties d'une limite de temps pour maintenir l'attention. Le fait que le jeu ait introduit une bombe qui ne les mettait pas au défi avec un compte à rebours aurait dû leur mettre la puce à l'oreille. Au lieu de croire la première chose que le prisonnier leur dit, ils auraient dû tirer parti de la technologie émergente du jeu et faire preuve de créativité dans leur façon de l'interroger. Si le jeu leur a donné la liberté d'interroger un prisonnier vivant, alors il doit y avoir plus d'informations à en tirer que ce simple code d'accès. Le joueur aurait dû s'abstenir de demander le code secret, parce que ça faisait clairement avancer l'histoire du jeu. Au lieu de ça, ils auraient dû interroger le prisonnier pour obtenir plus d'informations sur les patrouilles de ses camarades et sur le nombre d'ennemis à attendre à chaque étage. Ils auraient même pu lui demander d'envoyer de fausses informations à son équipe par Talkie-Walkie pour désorienter davantage les ennemis. La méthode d'interrogation ne pose aucun problème, parce que comme ce type n'est pas réel, les joueurs peuvent lui infliger autant de douleur que possible pour le faire craquer sans avoir à se sentir coupable. La mission introduit également un tout nouvel élément dans le jeu. Les concurrents peuvent désormais interagir avec des personnages virtuels au-delà de la simple dynamique tirer ou se faire tirer dessus. Les électrodes sur la poitrine de leurs prisonniers et le bouton de choc sont des objets virtuels avec lesquels les PNJ et les joueurs peuvent interagir. Si c'était moi à la place de Carl, je prendrais le risque de jouer de manière insensée. Je retournerai la situation contre le sergent et j'utiliserai ces objets du jeu contre lui. En lui tirant dans la jambe, nous pourrions l'attacher au dispositif d'interrogatoire et tenter de le contraindre à nous donner un avantage considérable dans le jeu. Le sergent semble contrôler les armes et les sérums. Si nous le choquons suffisamment, il finira peut-être par céder et accepter de nous laisser de meilleures armes ou de remplir nos réserves de sérum. Ces avantages nous permettront d'avancer plus facilement dans la suite de la partie.
Contrairement à la tentative du Bosnien de s'échapper complètement du jeu en utilisant les éléments du monde réel, la trahison du sergent est ici entièrement dans les limites du jeu. Étant donné que les concepteurs ont donné aux joueurs la possibilité de jouer en coopération ou de se trahir les uns les autres, la possibilité de se retourner contre le sergent pour obtenir un avantage est tout à fait dans l'esprit du jeu. Après tout, un des principaux attributs de la réalité virtuelle est la liberté d'agir d'un nombre infini de façons qu'on ne pourrait pas faire en jouant à un jeu sur une console. L'homme capturé se met à rire, sachant qu'il vient probablement de tous les faire tuer. Furieuse, la fille nerveuse lui tire une balle dans la tête. Un peu plus tard, Marco commence à crier après Adam. Il l'accuse d'avoir fait perdre tout le monde parce qu'il a entré le code dans l'ordinateur. Il soulève la visière de l'homme grassouillet et lui donne un coup de poing au visage. Quand Shelly tente d'intervenir, il la renverse également au sol, avant de s'éloigner avec dégoût. Compte tenu du compte à rebours de 30 minutes, le groupe doit continuer. Ils se regroupent et se dirigent vers le couloir principal où ils aperçoivent le sergent qui tient un ascenseur ouvert et leur ordonne d'y entrer. Les joueurs parviennent à franchir le petit espace juste avant que les portes ne se referment et que l'ascenseur ne descende. Ils s'arrêtent peu après au 5e étage et les joueurs commencent à en sortir. Avant qu'Adam puisse sortir, l'homme fort se met en travers de son chemin, mais il perd sa prise et les portes se referment sur eux. Séparés des autres, les deux hommes sont livrés à eux-mêmes, alors que l'ascenseur se rend à un étage inférieur. À leur grande surprise, ils s'ouvrent au 3e étage et ils n'en croient pas leurs yeux. L'accident les a encore plus rapprochés de leur objectif qui est d'atteindre le rez-de-chaussée. Ils constatent qu'un hélicoptère s'est écrasé à l'extérieur dans le monde virtuel. Cette destruction leur rappelle qu'ils pourraient tout aussi bien se retrouver dans une véritable zone de guerre et que personne ne viendra les secourir. Adam veut attendre les autres, mais Marco se moque de lui et continue à avancer sans se soucier de la vie de l'homme. Le groupe de 4 continue à se frayer un chemin à travers le 5e étage. Quand Carl tombe sur une pièce remplie de fumée, il est submergé par l'émotion et s'effondre sur le sol. Le joueur explique à Shelly que sa petite amie est morte récemment dans un incendie et qu'il n'a pas réussi à lui sauver la vie. Shelly le réconforte, bien qu'il soit inconsolable de sa culpabilité. De retour à l'étage inférieur, Adam et Marco sont terrifiés à l'idée d'avoir à vaincre les ennemis de ce niveau tout seul. Quand Marco entend des voix de terroristes devant lui, il se fige. L'homme fort ne veut pas risquer sa vie et continuer à avancer. Il menace alors Adam avec son pistolet et le pousse à entrer seul. Et même quand l'homme n'a plus de munitions, son compagnon le force à continuer sans armes. Il est complètement sans défense quand un ennemi arrive dans le couloir et lui tire une balle dans le ventre. L'homme crie à l'aide alors que son casque commence à le choquer, mais ça ne sert à rien. Marco reste caché pendant que le pauvre Adam meurt sous ses yeux. Ça fait 3 joueurs de moins et il en reste 5. Après avoir fait tuer Adam, Marco est devenu un véritable scélérat. Et même quand les autres atteignent son niveau, il reste à l'écart et les laisse passer sans se montrer. Ok, se séparer était une mauvaise idée et ça vient de coûter la vie à un autre joueur. S'il y a 12 terroristes à chaque étage et que les 6 joueurs restent ensemble, chacun d'entre eux n'a besoin de tuer que 2 ennemis. Mais en commettant l'erreur fatale d'essayer d'avancer seuls, ces 2 hommes se sont volontairement opposés à 6 ennemis qu'ils risquent de devoir combattre simultanément. Il s'agit là d'un pari impossible auquel personne ne peut survivre. Pour ne rien arranger, ces couloirs sont de véritables labyrinthes, et de nombreux candidats se sont déjà fait tirer dessus par des ennemis arrivant au détour d'un couloir ou en se faufilant dans leur angle mort. En fait, de nombreuses pièces ont 3 entrées ou plus par lesquelles les ennemis peuvent attaquer. Ça signifie que Marco et Adam ne pourront pas surveiller toutes les entrées d'une pièce donnée et qu'ils pourront facilement tomber dans une embuscade et se faire tuer. La meilleure approche ici consisterait à réunir les 6 joueurs avant de poursuivre la mission. Au tout début, le groupe a été informé que le jeu ne pouvait pas commencer tant que les 8 joueurs n'avaient pas revêtu leur équipement. Il y a également eu des événements virtuels semblables à des scènes coupées de jeu qui ont fait avancer l'histoire. Des événements tels que l'interrogatoire du prisonnier et la mise en route de l'ascenseur n'ont été déclenchés que quand tous les joueurs restants se sont présentés à ce niveau. S'ils sont divisés en 2 groupes, certains événements cruciaux pour la progression du jeu risquent de ne même pas se déclencher, ce qui rendra le niveau impossible à battre. Retrouver l'accès à l'ascenseur devrait être la priorité numéro 1. Sans savoir combien d'ennemis chaque groupe devra affronter pour passer d'un étage à l'autre en utilisant les escaliers, l'ascenseur est le seul chemin direct entre le groupe de 4 et le groupe de 2. Plus tôt dans la journée, la voix automatisée a aussi indiqué à Carl que les ascenseurs ne fonctionneront pas pour cette partie du jeu. En revanche, l'ascenseur est non seulement opérationnel maintenant, mais le jeu l'a même intégré dans son scénario en demandant au sergent de tenir la porte ouverte pour les joueurs. Nous savons maintenant qu'il est possible de forcer les portes, parce que l'homme fort a réussi à les écarter pour laisser sortir 4 joueurs à un étage précédent, sans qu'il n'ait à subir aucune conséquence de la part du jeu. Carl ici doit essayer de forcer les portes pour que Marco et Adam puissent rejoindre le groupe. Même si l'ascenseur s'est rendu à un étage inférieur, les joueurs peuvent toujours chercher une échelle d'accès le long de la cage d'ascenseur ou descendre en s'accrochant aux câbles qui soutiennent la cabine. Comme il s'agit d'un immeuble de bureau, l'ascenseur est probablement doté d'éléments habituels tels qu'une trappe d'accès au plafond que les joueurs pourront ouvrir pour revenir dans l'ascenseur et retrouver leurs 2 camarades.
Le groupe de 4 joueurs atteint une grande salle avec de nombreux ennemis et se rend compte qu'il n'a plus de sérum de santé. Pendant que 3 d'entre eux se mettent à couvert, cette fille nerveuse retourne chercher la fiole de sérum dans la salle précédente. Elle atteint la salle et prend le sérum. À ce moment-là, Marco se faufile et l'attrape par derrière. Il exige qu'elle lui remette le sérum. Devant son refus, il lui tire une balle dans le ventre et s'en empare, se moquant d'elle alors qu'elle gît sur le sol, agonisante. Cette trahison déchirante fait que 4 joueurs sont éliminés et qu'il n'en reste plus que 4. Karl nettoie la pièce d'à côté et tombe sur Marco. L'homme fort essaie de jouer la comédie, prétendant qu'il est toujours de leur côté. Puis il s'éloigne pour enquêter sur un bruit. Quand Karl regarde autour de lui, il découvre le cadavre de la jeune fille nerveuse et qu'elle a écrit le nom de joueur de Marco avec son sang sur la porte, révélant ainsi qu'il est son meurtrier. Furieux, Karl charge le meurtrier par derrière et les 2 hommes se battent violemment. Voyant une ouverture, Karl frappe l'homme fort à la tête avec un extincteur, mais il n'est pas blessé, et Marco envoie le joueur au sol. Marco se moque de lui, en disant qu'il est protégé par son casque. Alors qu'il s'apprête à tirer sur Karl, le sergent entre et se précipite sur Marco. Les joueurs ont été prévenus plus tôt que le fait d'endommager leur casque signifierait leur élimination. L'homme fort sait qu'il est complètement foutu, et il se débat impuissant tandis que le sergent l'étrangle. Dans le monde réel, une série d'impulsions électriques met fin à la vie de Marco, ce qui fait 5 joueurs éliminés et il n'en reste plus que 3. Le traître mort, Karl prélève le dernier sérum sur le cadavre de l'homme et le groupe poursuit sa route, arrivant dans une pièce remplie d'armes, dont un lance-roquettes. Ils ont atteint le rez-de-chaussée et après avoir fait le plein d'armes et de munitions, les joueurs partent affronter leur dernier défi. En entrant dans un parking, les survivants se dirigent vers l'autre extrémité où se trouve la bombe. Mais il y a des ennemis partout. En utilisant les piliers de béton, le groupe avance lentement tout en échangeant des coups de feu nourris avec les PNJ. Karl fonce et lance une grenade, faisant exploser le dernier terroriste. À 3 minutes de l'explosion de la bombe, les participants s'approchent de l'engin. Mais soudain, la porte d'une camionnette voisine s'ouvre. C'est une embuscade, et l'homme armé à l'intérieur tire sur les joueurs, réussissant à toucher Karl. Les 2 autres continuent à tirer sur l'ennemi, tandis que le joueur blessé sort le sérum pour sauver sa vie. À ce moment-là, Shelly est touchée par des tirs et s'effondre sur le sol elle aussi. Elle va mourir si personne ne la sauve. Bien qu'il soit lui-même mortellement blessé, Karl s'approche d'elle et lui injecte son sérum. La femme se rétablit et regarde avec horreur Karl se faire choquer. Le joueur est en train de mourir et elle ne peut rien faire pour le sauver. Karl exhorte Shelly à sortir vivante du jeu. En se sacrifiant pour sauver Shelly, il parvient à surmonter sa culpabilité de ne pas avoir pu sauver sa petite amie de l'incendie. Cette perte tragique signifie que 6 joueurs sont morts et qu'il n'en reste plus que 2 avant que le jeu soit définitivement terminé. Ok, ces joueurs n'étaient pas du tout préparés à leur combat final. Ils se sont lancés à l'assaut du dernier sous-sol sans aucun plan et uniquement armés de faux espoirs. Les participants auraient dû accorder plus d'attention à cette dernière salle de ravitaillement que le jeu leur a donnée avant la grande bataille. Ce lance-roquette est la clé parce que c'est la seule fois de toute la journée où le jeu a donné aux joueurs une arme de ce calibre. Il ne s'agit en aucun cas d'un accident et le jeu veut clairement qu'ils l'utilisent pour quelque chose d'important. Si c'était moi à la place de Karl, je commencerais immédiatement à chercher des cibles imposantes ou blindées sur lesquelles nous pourrions être censés utiliser le lance-roquette, à la seconde même où nous sommes entrés dans le sous-sol. Comme nous savons que le bâtiment est vide et inachevé, cette camionnette noire fait franchement tache dans ce décor. Il n'y a que nous et les maîtres du jeu dans le bâtiment. Il n'y a donc aucune raison pour qu'ils laissent une camionnette au hasard aussi près de la bombe où elle pourrait gêner notre jeu. La simple ouverture de nos visières confirmerait également que cette camionnette est importante, parce que vous la verriez disparaître dans le monde réel. Ça signifie que le véhicule a été programmé manuellement dans le monde virtuel pour faire partie de la bataille finale, ce qui en fait la cible numéro 1 de notre lance-roquette. Évidemment, le dernier terroriste se cachait dans cette camionnette et a tué 2 joueurs parce qu'il ne l'avait pas remarqué. S'ils avaient simplement réfléchi de manière proactive à leur environnement et à la manière d'utiliser le lance-roquette, la menace aurait pu être réduite en miettes quelques secondes après leur entrée dans le sous-sol. Pour augmenter encore leurs chances, les joueurs auraient même dû passer quelques instants de plus à fouiller tout le niveau précédent à la recherche de munitions, d'armes et de sérum pour se préparer au combat final. La fille nerveuse a laissé son fusil derrière elle quand elle est morte, et le pistolet de Marco avait manifestement encore des munitions puisqu'il a menacé Karl avec. Il est crucial de prendre toutes les armes possibles avant d'affronter le boss final. Le fait d'avoir cette dernière fiole de sérum de santé ici leur donne également une énorme opportunité de faire un grand coup. Chaque fois qu'un joueur a subi des blessures mortelles, il a disposé d'un délai d'environ 1 minute pour s'injecter le sérum et se rétablir complètement. Ça signifie qu'un joueur audacieux pourrait jouer les kamikazes en utilisant ses grenades. Il pourrait faire semblant de se rendre ou simplement foncer pour atteindre le centre de la dernière salle.
Il pourrait se faire exploser avec la grenade, éliminant ainsi la plupart des méchants. Et alors qu'il agoniserait sur le sol, les autres pourraient même profiter de la fenêtre de sauvetage pour tirer sur les ennemis survivants depuis sa position centrale. Et une fois tous les ennemis morts, le héros pourra simplement s'injecter le dernier sérum et être entièrement régénéré. En rampant pour récupérer le lance-roquette au sol, Edward tire sur la camionnette et tue le dernier terroriste. Mais il ne reste que quelques secondes avant que la bombe n'explose. Il court vers la bombe et fait un énorme plongeon, réussissant à arrêter le minuteur alors qu'il ne restait plus qu'une seconde. Le jeu est terminé et les joueurs ont gagné. Shelly est assise à proximité du corps de Carl et sanglote pour son ami tombé au combat. Le sergent apparaît et félicite les participants d'avoir arrêté la bombe et d'avoir gagné le jeu. Alors que Shelly regarde avec confusion, elle assiste à un spectacle terrifiant. Edward commence à prononcer les mots du sergent au fur et à mesure qu'il les prononce. Et il est clair qu'il les connaît déjà par cœur. Cet homme blond était dans le coup depuis le début. Et il a l'air fier que le jeu ait été mené à son terme. Le monde virtuel s'estompe et tout le monde lève sa visière. Un groupe d'hommes vêtus de noir entre et tend à Edward une serviette et de l'eau. Ce sont des agents de la société du jeu, et Edward est leur patron. Sur les instructions de l'homme blond, les agents injectent à Shelly un tranquillisant qui l'assomme. Ils commencent ensuite à effacer les preuves de leur crime en nettoyant la zone et en supprimant toutes les informations numériques concernant les joueurs. Quelques heures plus tard, Shelly commence à se réveiller. Edward s'approche d'elle et lui tend un sac de sport. À l'intérieur se trouve son prix de 100 000 $ pour avoir été la dernière vraie candidate en lice. Elle supplie l'homme blond de la tuer, mais Edward ne veut pas le faire parce qu'il pense qu'ils ont créé un lien en se battant l'un contre l'autre. Il demande à un de ses agents de lui injecter un autre tranquillisant, puis s'en va. Mais ce sera sa dernière erreur. Au moment où l'agent s'apprête à enfoncer l'aiguille, Shelly lui saisit la main et dirige l'aiguille et son contenu dans la jambe de l'agent, l'assommant. Saisissant le vrai pistolet qu'il porte, Shelly se lève d'un pas chancelant. Elle tire sur la boîte à fusibles principale, éteignant toutes les lumières du parking. Edward envoie ses agents restants à sa poursuite, et il court dans l'obscurité. Il entend le bruit de plusieurs coups de feu et est choqué quand Shelly émerge de l'obscurité, l'arme pointée sur sa tête. L'homme blond la supplie de ne pas le tuer, insistant sur le fait qu'elle n'est pas une tueuse. Shelly marque un temps d'arrêt, puis elle lui dit que ça ne se reproduira plus jamais, et elle l'abat. Ce qui fait 7 joueurs abattus, Shelly étant la seule survivante de ce bain de sang. Traumatisée par les horreurs de ce monde virtuel violent, elle marche d'un pas chancelant vers la sortie. Elle finit par trouver la porte et la pousse pour retrouver la lumière du jour et la liberté de l'autre côté. Shelly a appris quelque chose d'incroyablement précieux de cette expérience, et elle s'en va en sachant qu'elle va enfin pouvoir prendre une douche. Mais qu'en pensez-vous ? Comment auriez-vous battu Next Level ? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!